en tant qu'auteur, enfin, si vous voulez, l'exactitude, c'est pas du tout c'est pas l'affaire de la fiction, c'est pas l'affaire du roman, l'exactitude. La justesse, ça l'est totalement. Pour moi, c'est dans cette espèce de lien au travail, c'est-à-dire la justesse, c'est la justesse de la... déjà la justesse du sentiment, la justesse du regard, la façon dont on observe, dont on restitue, le choix des mots. Vous voyez, il y a une façon de régler en permanence une distance juste qui, pour moi, fait de la justesse un peu une espèce de vertu cardinale romanesque. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour chère Maïs de Kerangal. Bonjour. Bienvenue au sein de Réseau, la première école de méditation en France, fondée par Fabrice Midal, pour cette nouvelle rencontre en partenariat avec le média Zone Critique, le média sur la création contemporaine. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir, chère Maïs de Kerangal. Donc après avoir accueilli le mois dernier Leila Slimani, nous vous recevons ce soir pour évoquer votre tout dernier roman, Jour de ressac. Donc je ne vais pas pouvoir citer l'intégralité de votre bibliographie, puisque vous avez publié plus d'une vingtaine d'ouvrages depuis Je marche sous un ciel de traîne en 2000, mais je peux tout de même citer Naissance d'un pont en 2010, qui vous a valu le prix Médicis, et puis Réparer les vivants en 2014, qui a été adapté au cinéma et qui a reçu un très large écho critique, et puis un très large succès auprès des lecteurs. Dans votre tout dernier récit, Jour de ressac, eh bien, vous nous emmenez dans la ville du Havre, puisque sur l'une des plages du Havre, le cadavre d'un homme est retrouvé, et dans la poche du pantalon de cet homme se trouve un petit ticket de cinéma sur lequel se trouve inscrit le numéro de téléphone de la narratrice. Donc le commissariat l'appelle, elle décide de se rendre au Havre pour tenter d'élucider cette situation, et puis peut-être aussi de rencontrer un mystère, une énigme qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Donc elle se rend au Havre, cette ville presque entièrement détruite en 1944 par les bombardements alliés, et qui a été entièrement reconstruite sur les plans de l'architecte Auguste Perret. Et votre roman se déroule sur une seule journée, un jour de... quasiment, un jour de ressac, le ressac étant eh bien, ce retour des vagues sur elles-mêmes, lorsqu'elles sont confrontées à un obstacle. Et pour commencer, chère Malice, est-ce que vous pourriez nous dire quel est ce jour de ressac? Que s'y passe-t-il pour la narratrice? Et pourquoi avoir choisi ce titre? Bonsoir. Le ressac, c'est ce que vous avez nommé, c'est-à-dire c'est d'abord un mouvement et un mouvement de retour. Donc ça, c'est important, quoi. C'est quelque chose qui revient, et il y a immédiatement une notion de brutalité. Hein. Le ressac, c'est pas le clapot, le ressac, ça frappe. Il y a l'idée de quelque chose qui porte une certaine violence, et je trouve que c'est un mot qui est intéressant parce qu'il a évidemment cette espèce de puissance liquide, hein, qui évoque la vague. La vague, c'est aussi une forme qui m'a déjà intéressée beaucoup dans Réparer les vivants, mais voilà, donc c'est pas exactement une vague. Mais voilà, il y a quand même l'idée d'une puissance, et on entend aussi dans ressac, on entend le ressassement, on entend ce qui ressasse en fait, hein, ce qui travaille aussi la psyché. On entend sac. Hein, et il est question d'un sac dans ce livre, le sac de la narratrice, qui est très lourd, et qui est beaucoup trop lourd, et qu'elle vide à la fin du roman. Et donc, pour tous je trouvais que c'était intéressant, parce qu'en fait, cette notion de retour, elle a donné au livre un peu sa matrice poétique, c'est-à-dire que le ressac, c'est devenu finalement
dans le texte la figure poétique du livre, au sens où chaque élément est au moins visité 2 fois. C'est-à-dire, par exemple, elle rencontre, enfin, elle est convoquée par un policier, il y a une première scène importante, une longue scène de commissariat, et puis ce policier revient plutôt dans la deuxième moitié du livre. Vous voyez, l'idée toujours d'un retour. Elle se souvient d'un garçon qu'elle a aimé, d'abord dans un moment d'effondrement, et puis ça revient aussi à la fin du livre, plutôt dans un moment plus épiphanique de joie. La guerre elle-même est évoquée plusieurs fois. Le récit de Jacqueline qui est témoin des bombardements des 5 et 6 septembre 1944 se dépose en plusieurs fois, et de même le récit des Ukrainiennes que la narratrice va rencontrer dans un bar se dépose en plusieurs fois. C'est-à-dire que tout est visité un peu 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on revient finalement sur les traces, qu'on revisite quelque chose. Et ça, pour moi, c'est un petit peu la forme, j'allais dire, poétique du livre, cette notion de retour qui s'adapte assez bien je trouve, à l'histoire elle-même. Hein. C'est l'idée que le fond et la forme se rencontrent, c'est-à-dire l'histoire d'une femme qui revient, qui retourne dans la ville où elle a grandi, qui y retourne sans en avoir très envie. Hein. Elle est convoquée par un officier de police judiciaire qui lui annonce qu'on a retrouvé effectivement un cadavre et qu'elle pourrait l'aider à l'identifier. Donc elle revient au Havre où elle n'est pas venue depuis longtemps. Et alors, au cours de cette journée, elle va essayer de comprendre pourquoi son numéro de téléphone se trouve au dos de ce ticket de cinéma dans la poche de cet homme qu'elle ne reconnaît pas. On lui montre des photos de lui et ça ne lui dit rien. Donc il y a l'idée d'une identification impossible. Mais si vous voulez, elle ne dit pas... elle dit que ça ne lui dit rien, mais elle ne peut pas en être certaine. Elle dit qu'elle ne peut pas être définitive. C'est la phrase qu'elle dit, je ne peux pas être définitive. Et dans ce « je ne peux pas être définitive », il y a la possibilité d'un roman. En fait, c'est dans cette espèce de vacillement, d'entre-deux, qu'il y a un roman possible. C'est-à-dire que finalement, elle va sortir du commissariat et au lieu de retourner à Paris, hein, le Havre-Paris, il y a 2 heures de train, 2 heures et quart, elle va rester au Havre, elle va s'attarder et finalement commencer une investigation, une enquête qui l'amène sur certains lieux qui ont trait à ce cadavre, le cinéma où a été émis le ticket, la plage où il a été retrouvé, et ce faisant, elle va aussi dériver vers une enquête plus intime qui l'amène à aussi revisiter des événements de son passé qui ont trait à d'autres types d'identification, l'amour, la guerre, enfin, des choses comme ça. C'est ce que j'ai trouvé assez... Juste ça. Mais je trouve que c'est ce qui fait vraiment la force de votre récit, c'est que effectivement, ça commence comme une enquête policière, et puis ça devient une enquête intime. Oui. En fait, progressivement, lentement. Oui, non, mais j'ai fini par comprendre pourquoi j'avais mobilisé finalement les codes du roman noir, plus que du polar d'ailleurs. La langue n'est pas assez speed, on va dire. On n'est pas dans une langue de polar, mais en revanche, il y a une atmosphère de noir. Le roman noir convient bien au Havre déjà, je trouve. Ville portuaire, ville avec l'opacité du climat, les ombres, tout ce qui se trafique dans un port, etc. Mais en fait, je me suis longtemps dit, mais pourquoi il y a ces codes au début? C'est-à-dire que... Et en fait, j'avais du mal à prononcer une phrase qui pourrait me dire pourquoi je l'ai fait. Vous voyez, c'était un peu intuitif. Et en fait, désormais, je me dis qu'en fait, j'avais besoin d'une entrée en matière qui me signale à moi immédiatement que j'étais dans un roman. Voilà, le cadavre, le commissariat,
Pourquoi ? Parce que j'ai vécu au Havre moi-même, jusque vers 18 ans. Je suis extrêmement liée à cette ville. Je pense que c'est pas loin d'être une ville qui a fait aussi de moi un auteur. En tout cas, je pense que si j'y avais pas vécu, je serais certainement pas l'écrivain que je suis, et peut-être même que j'aurais pas écrit. Enfin, c'est devenu, dès que je l'ai quitté, un espèce de terrain que j'ai réinvesti par l'écriture et le roman. Tous mes livres lui font signe. C'est le 3e qui s'y situe. Et en fait, je pense que j'ai toujours, en commençant celui-là et en me disant, je vais écrire aussi un livre pour où cette ville aura une place particulière, j'étais inquiétée par la glissade vers l'autobiographie. C'est-à-dire ce qui pourrait m'amener par porosité à... Pourquoi ça vous inquiétait ? Ça m'inquiète parce que c'est des choses que j'ai pas vraiment résolues, qui sont mes propres modalités d'apparition dans mon travail. Mais là, je parle de moi en tant que personne. J'écris plutôt des livres à la 3e personne, des livres qui mettent en place des collectifs, où je suis assez peu visible en tant que Maëlys, même si je pense que je suis un peu partout, évidemment. On est évidemment dans ces livres, sans quoi il n'y a pas de livre. Néanmoins, je pense que une chose est d'être présente dans ces romans, autre chose est d'y être visible en tant que soi, c'est-à-dire via justement l'autobiographie, l'autofiction. Et je crois que j'ai pas complètement, résolu cette question de la manière dont j'apparais. Enfin, c'est encore une question, sachant que, évidemment, l'autofiction, c'est évidemment un champ extrêmement stimulant, un champ littéraire extrêmement riche et stimulant. Ça n'engage pas que vous, ça engage aussi beaucoup d'autres personnes. Enfin, il y a une complexité que moi, pour l'instant, j'ai un peu laissé de côté, même si dans mon précédent livre, Canoë, il y a un récit autobiographique au début, et même si dans Jour de ressac, il y a des traces partout d'autobiographie, même des traces un peu autofictionnelles, mais surtout des éléments qui sont plutôt autobiographiques. Et pourtant, je voulais écrire un roman, et je pense que le polar, pour le coup, cette histoire un peu, le cadavre, la digue, etc., il y avait un peu immédiatement quelque chose qui me signalait que j'étais dans une fiction et que ce serait un roman. Et c'est ce que je voulais faire. Et donc, précisément, ce cadavre retrouvé sur la plage, convoque la narratrice au Havre, donc dans cette ville qui a été celle de son adolescence. Est-ce que vous pourriez revenir un peu pour nous sur cette ville précisément, la ville du Havre, qui devient finalement un motif majeur de ce roman. Vous avez, et de mon travail d'ailleurs. Et de votre travail. Mais alors, oui, alors je peux, en fait, je peux évidemment parler du Havre, sachant que la ville que j'écris est une ville réinventée, enfin, qui est une ville écrite pour la littérature, pour le roman. Je ne dis pas du tout que si vous y alliez, vous ne reconnaîtriez rien. Bien sûr que non. Je pense qu'il y a évidemment, du Havre réel dans le Havre de Jour de ressac. Mais c'est une ville qui est totalement, j'allais dire, subjectivée et qui entre un peu à la manière d'un personnage. Alors, ça n'a jamais été qu'un décor, mais c'est vrai que là, elle est plus à l'arrière dans Réparer les vivants ou dans Les Rapides. Là, la ville est la substance même du texte, au sens où c'est vrai qu'elle est la substance, je veux dire, la manne physique, sensorielle et aussi mémorielle du texte. C'est-à-dire qu'elle a pour moi un statut de personnage. Alors, c'est un peu compliqué ces histoires-là, mais c'est vrai que elle donne au livre sa corporéité, je trouve, son climat, c'est important, un climat. Et surtout, Le Havre, dans la mesure où c'est une ville qui a été donc anéantie en 2 jours, et
je dirais presque pas reconstruite, je dirais plutôt qu'en lieu et place de cette ville, on a construit une autre ville qu'on a également appelée Le Havre. Enfin, parce qu'en fait, si vous voulez, il n'y a tellement rien à voir entre Le Havre d'avant les bombardements et d'après que on est vraiment dans une autre ville. Et donc, il y a cette espèce de traumatisme. En fait, c'est une ville qui a une mémoire fracturée, et je trouvais que finalement, ce cadavre qu'on retrouve sur la plage métaphorise aussi la ville dans la mesure où elle a été également un cadavre couché sur un rivage et rendu méconnaissable par les bombardements. Pour moi, écrivant cette histoire avec ce cadavre qu'il s'agit d'identifier, mais est-ce que je le connais? Ai-je pu le connaître? Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu, ça ne me dit rien, mais peut-être que si. Bon, ça c'est ce qui se passe dans la tête de la narratrice, avec toute la question des visages, et en fait c'est un livre de reconnaissance, et il y a cette ville qui agit aussi sur, qui n'est pas qu'un décor justement, mais qui est une puissance, je trouve, agissante dans le roman en fait. Parce que vous dites que c'est une ville qui a un certain climat, Ouais. donc qui agit d'une certaine manière sur les corps aussi. Ouais. Vous avez une attention toute particulière au corps. Oui, oui. Et comment est-ce que se comporte un corps qui vrai. vit dans le climat du Havre, justement? Mais en fait, c'est-à-dire, je me disais, bon, c'est passionnant la ville, en fait. C'est quoi une ville? Alors, on pourrait... et moi, je me suis pas mal interrogée sur cette histoire de ville et tout. Et je me souviens, quand je finissais d'écrire, je me disais, bon, bah, finalement, une ville, c'est un climat. Et puis voilà. Et je m'étais accrochée à cette idée, parce que je trouvais que via le climat, bah, c'est la lumière, mais c'est aussi en fait un usage de la ville. Par exemple, on ne vit pas au Havre comme on vit à Marseille, c'est évident. Le Havre, c'est une ville d'abord où il y a extrêmement beaucoup de vent, hein. C'est une ville extrêmement venteuse, donc c'est un vent d'ouest qui s'engouffre dans les rues qui sont d'ailleurs en angle droit, donc en fait les rues sont des couloirs de vent, donc les Havrais ont souvent cette démarche quand ils sont à contrevent un peu à l'oblique, avec les vêtements qui volent par derrière. Vous voyez, c'est aussi des silhouettes. Le temps est extrêmement changeant. C'est un temps... donc ça induit une forme de précarité, c'est-à-dire que si vous avez des projets, vous dites, bon, mais on va sortir cet après-midi, bon... La grande question, c'est toujours, est-ce que ça va tenir? Vous voyez, on regarde, les Havrais sont des gens qui rentrent chez eux en courant, il y a des grains, voilà, c'est aussi un climat qui est celui d'un estuaire, donc il y a une dimension de delta, hein, l'estuaire de la Seine est très très large, et puis il y a ce double horizon, donc horizon fluvial, et puis l'horizon marin qui porte vraiment loin, et qui pour le coup... infuse un autre imaginaire, c'est-à-dire que rien que par son site, si vous voulez, c'est une ville qui regarde vers les États-Unis, il y avait la French Line, hein, la ligne de paquebot qui a été longtemps au Havre, donc la ligne Le Havre-New York, mais bon, c'est aussi très lié à l'Angleterre, donc il y a cet horizon-là, qui est un horizon de haute mer, un horizon un peu de disparition, d'absence, hein, de promesses. Et puis il y a l'horizon fluvial qui remonte vers Paris, en fait, et qui est beaucoup plus tortueux, et c'est une autre aventure avec les hauts fonds, etc. Et je trouve que déjà, si vous voulez, c'est une ville qui combine presque deux imaginaires. Et je dirais aussi que la lumière est importante. Alors, la lumière dans les romans, est-ce que c'est important? En fait, on peut penser qu'on s'en fout un peu, hein, mais moi, je pense que c'est important, parce que la lumière, c'est vraiment ce qui éclaire les actions. Moi, j'aime décrire, je suis plutôt un auteur de la description, donc si vous voulez... si les gens sont à contre-jour ou en plein soleil, c'est pas la même chose. La façon dont la lumière du Havre, qui est une lumière très changeante, où Monet voilà, c'est la naissance de l'impressionnisme, c'est sur l'estuaire. Impression soleil levant, c'est là que c'est né. C'est une lumière un peu brouillée, un peu changeante, très belle, mais qui ne va pas durer. C'est toujours cette idée que ça ne va pas durer. Et dans cette idée que ça ne va pas durer, je trouve qu'il y a tout un rapport à l'espace, au lieu,
à la façon dont justement, comme vous le disiez, les corps bougent, voilà, les vêtements. Hein, bon, vous allez à Marseille, on vit dehors, il y a de la peau. Bon, il y a des endroits où on est beaucoup plus emmitouflé. Le Havre, il pleut beaucoup. Donc tout ça m'a beaucoup intéressée en fait, parce que c'est dans cette espèce d'appréhension de la ville via sa physique, enfin via des données comme ça extrêmement physiques, j'arrivais à en faire une sorte de portrait incarné, vivant, comme si elle était une personne. Et précisément, je trouve que c'est ce qui est marquant, et je pense qu'on l'a vraiment senti là, c'est la finesse et la précision de votre langue qui nous sort, je trouve, des images toutes faites ou des clichés, etc., où vous rentrez par la force de vos détails dans la précision, Ouais. En fait, par exemple, de ce que c'est qu'une ville, concrètement, en fait, même très concrètement, en fait, comment est-ce que ça agit sur les corps, comment est-ce que ça agit sur les gens qui y vivent. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre récit, c'est un moment, vous distinguez la justesse de l'exactitude. Ah oui. Et vous dites, en fait, la justesse m'intéresse beaucoup plus que l'exactitude. Oui, en tant qu'auteur, enfin, si vous voulez, l'exactitude, c'est pas du tout c'est pas l'affaire de la fiction, c'est pas l'affaire du roman, l'exactitude. La justesse, ça l'est totalement. Pour moi, c'est dans cette espèce de lien au travail, c'est-à-dire la justesse, c'est la justesse de déjà la justesse du sentiment, la justesse du regard, la façon dont on observe, dont on restitue, le choix des mots. Vous voyez, il y a une façon de régler en permanence une distance juste qui, pour moi, fait de la justesse un peu une espèce de vertu cardinale romanesque qu'on peut cultiver. L'exactitude, c'est pas du tout la question. Alors, je dis pas du tout que le roman a forcément à se départir des données réelles qui régissent un endroit. Moi, par exemple, pour écrire sur les bombardements, j'ai souhaité que, justement, il y ait un peu d'exactitude. Le nombre d'avions, le nombre de bombes, la façon dont... Le nom des avions qui m'intéressait aussi beaucoup, la façon dont on bombarde une ville, avec quel type de... C'est vrai que là, on cherche en fait des données, mais ces données, elles peuvent être exactes, mais si vous voulez, si on n'a pas besoin de se fixer, des attendus qui soient si exacts qu'on se sente être l'obligé, si vous voulez, quand on écrit du réel. Mais en revanche, la justesse, on ne peut pas s'en passer. Enfin, c'est même... c'est bien d'écrire bien, mais que ce soit beau. Alors on dit que le beau est toujours juste, mais vous voyez, la justesse, c'est quand même une hauteur de voix, un angle de vue, et aussi une façon d'aller attraper, je dirais souvent, une sensation, ou mieux, un sentiment. Et ça, c'est important pour moi. Après, moi, j'aime bien aussi que, bon, vous voyez, quand je raconte les bombardements, donc j'avais envie aussi qu'il y ait des données factuelles qui soient réelles. Mais par exemple, le témoignage de Jacqueline, je l'ai écrit à partir de donc la femme qui est témoin et que la narratrice se souvient avoir interviewée lors de son année de terminale avec une comparse dans le cadre d'un dossier pour le bac. En fait, Jacqueline, elle est juste sans forcément être exacte. Elle est juste parce que ce sont des témoignages que j'ai trouvés... son témoignage est écrit à partir de témoignages que j'ai trouvés dans des archives. Mais si vous voulez, il est composé de plusieurs témoignages. En ce sens-là, il n'est pas exact. Mais il est juste dans la mesure où je ne l'ai pas romancé, au sens où cette phrase on descend dans une cave, on remonte 3 heures après, il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est une phrase que j'ai trouvée dans ces archives où on voyait la mer depuis la gare, etc. Ça, c'est des phrases qui
qui sont justes aussi parce qu'elles émanent de témoins, etc. Et mises ensemble, si vous voulez, il y a une création de fiction. C'est une fiction, ce personnage. Et Jacqueline est une fiction au sens... voilà, c'est un personnage inventé. Son récit est donc une fiction, mais il est juste pour moi. Il est juste parce que, aussi peut-être, en l'écoutant, en fait, en écoutant ce témoignage, enfin, en tant que lecteur, en fait, on sent de manière tellement forte l'effet que ça a pu être précédent donc pour cette femme de remonter à la surface et puis soudain de voir cette ville détruite, en fait. Oui, bien sûr. Ce vertige, ce Absolument. choc. Alors ça, là c'est le roman qui prend le pas, en fait, parce qu'en fait, il y a donc le témoignage, il est pris aussi dans un texte plus large qui raconte le témoignage. Donc, et c'est vrai que la narratrice, elle se demande ce qu'avait pu éprouver Jacqueline quand elle est donc. Et à ce moment-là, j'allais dire, c'est le roman qui reprend la main. Hein. Et c'est vrai que c'est difficile cette histoire de justesse. Je trouve que c'est l'une des difficultés du roman. En tant que genre, hein, parce que c'est la fiction aussi, donc c'est difficile. Et donc effectivement, il y a cet épisode frappant où votre narratrice adolescente interviewe pour le lycée Jacqueline, rescapée des bombardements du Havre. Et ce qui est assez frappant, c'est que finalement, vous créez des échos, des jeux de résonance et de relations que vous tissez entre finalement différents récits en fait, qui sont reliés par ce système de résonance, et on est comme porté d'un univers à l'autre, d'un récit à l'autre, par un jeu d'analogie. Oui, absolument. Et donc, par exemple, pour parler des ruines, vous évoquez aussi donc les ruines du Reich en 1946, à travers l'ouvrage de Stig Dagerman, Automne allemand. Les ruines de Gaza sont évoquées, puis évidemment les ruines de la guerre en Ukraine. Et oui, les ruines des villes, en fait, c'est-à-dire, moi j'ai réalisé aussi que j'écrivais ce livre, j'avais pas complètement anticipé le fait que j'allais écrire sur la destruction du Havre, alors que, par exemple, Kharkiv était en train d'être détruite, et qu'il y avait ce qui se passait à Gaza commençait, en fait, hein, parce que moi je l'ai écrit, j'ai remis le roman fin janvier, donc vous voyez, en octobre, je suis encore en train de l'écrire, mais vous voyez, donc il est pris un peu en étau entre ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Ukraine, mais aussi il porte le ressac de la destruction de toutes les villes, et ça aurait pu aller bien avant le XXe siècle, mais je mentionne Grozny, Beyrouth, et puis évidemment toutes ces villes que visite Stig Dagerman dans Automne allemand, qui est le récit d'un jeune journaliste de 26 ans. Hein. Il a 26 ans à l'époque, je crois bien. Enfin, ouais, je crois qu'il est vraiment très jeune. Et il part faire un reportage dans la Ruhr et il va visiter toutes ces villes de Hambourg, Dresde, etc. Il descend. Et c'est, je crois, bon, il y a aussi De la destruction de Sebald, hein, qui est un livre important sur les ruines, mais le livre de Sebald est un livre plus analytique. Celui de Stig Dagerman est un livre de description, c'est-à-dire en fait il raconte ce qu'il voit. Et c'est vrai que pour moi c'était aussi un moment je me suis dit mais en fait je pensais avoir que Le Havre et Stig Dagerman, et en fait il y avait aussi toutes les autres guerres avec moi, et je pense que c'est d'ailleurs assez c'est le moment où, écrivant un roman, c'est-à-dire une histoire inventée, une fiction, on attrape du présent, on attrape du contemporain, c'est-à-dire le présent à un certain état du monde, en fait, on va dire. Et la littérature, de ce fait, ou en tout cas la manière dont vous envisagez votre travail d'écriture, c'est vraiment un espace d'exploration de ces jeux d'analogie inconscients, au fond, alors moi, je trouve ça... en fait, je pense que ça c'est...
j'ai commencé quand même en écrivant des livres qui étaient très exploratoires, en allant me dirigeant vers des mondes que je ne connaissais pas du tout, la transplantation cardiaque, la construction des ponts, la peinture en décor, etc. Mais dans ces derniers livres, et d'ailleurs, ça marche avec le fait d'emprunter la première personne du singulier, qui est d'écrire à la première personne, ça modifie aussi votre voix, votre prise de parole. Et c'est vrai que je me rends compte que j'écris beaucoup plus dans cette histoire vous dites analogie, écho, je dirais en pistant la résonance. Enfin, ce que je cherche, je pense, dans mon travail, c'est que le roman établisse une note, enfin établisse une résonance particulière, qui est comme son paysage en fait. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand on l'a fini, on ferme les yeux, voilà, il y a une résonance, il y a un paysage. Pour moi, Jour de ressac, ça a donc induit effectivement qu'il y ait tout un travail de correspondance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément dans Jour de ressac qui n'est pas en lien avec un autre élément. Si vous voulez, tout est très très organique. Jacqueline a perdu son fiancé, on va dire, dans les bombardements du Havre. Elle a cette petite ruine quand même en elle. Et on apprend plus tard que la narratrice, elle aussi, elle a été ghostée, donc fantomisée par un garçon qui a disparu alors qu'ils étaient en pleine relation amoureuse. Cette disparition a créé aussi une petite ruine. Vous voyez, c'est des histoires de disparition. Quand elle va voir Jacqueline, elle est avec une autre fille. Et ces duos de filles, on les retrouve. Il y a les deux Ukrainiennes et puis il y a la femme qui tient le bar et sa sœur. Vous voyez, en fait, c'est toujours établir des liens et des correspondances. C'est-à-dire que le roman, quand il est lancé, il est comme une tête chercheuse qui va en fait capter ces éléments-là pour établir des formes une espèce de vibration. Et pour moi, il y avait évidemment une question de double, une question d'espion. Hein, le ticket de cinéma, c'est une comédie d'espionnage. Le Havre, c'est un peu ni le port, ni d'espion, etc. Et donc il y a la question du double. Elle-même, elle est doubleuse de voix, la narratrice. Il y a des histoires de fantômes parce que finalement, dans la destruction du Havre, il y a de la... Oui, il y a des fantômes dans la mesure où des personnes sont mortes et n'ont jamais été retrouvées. Vous voyez, c'est des gens qui disparaissent aussi dans les ruines. Il y a des gens, vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas de nom, des gens qui sont sous X, un peu ce cadavre. Voyez. Et en fait, pour moi, ce qui était vraiment très très stimulant, c'était de construire un roman qui, en fait, on enlève une chose. Ça menace, voyez, ça menace le tout, et de construire un roman qui soit comme une forme très très organique, très pleine, et qui revisite quand même cette question du double qui m'a déjà pas mal occupée dans Un monde à portée de main, mais qui aussi permet de visiter voilà, de faire un peu cette question j'allais dire, du passé, en fait, un passé qui n'est pas passé, mais un passé qui infuse dans le présent. Et ça a été un peu quand même la découverte du livre. Je ne dis pas qu'avant je pensais que le passé était complètement passé, mais l'idée que voilà, qu'est-ce qui revient en fait, hein, et le passé qui est complètement ductile, très souple, enfin qui se reconfigure, etc. Et qu'elle, elle peut redécouvrir aussi. Donc toutes ces questions-là, c'est la résonance pour moi, c'est essayer d'établir une résonance, donc qu'un livre ait un paysage particulier, une note, quoi. Et dans ce jeu de résonance, je trouve qu'il y a aussi un jeu de résonance entre les victimes du passé et du présent. Les victimes, effectivement, ensevelies sous les bombardements du Havre, qui font écho, par exemple, aux morts isolées que retrouve la narratrice dans un article de journal, des morts en mer qui n'ont pas pu être sauvées. Et est-ce qu'il y a au fond, cette perspective assez humaniste dans votre récit de témoigner de quelque chose, de l'ordre d'une violence qui est faite à ces victimes dans notre monde contemporain? Oui, alors il y a cette femme, elle se retrouve dans cette ville que moi je traite un peu comme une espèce de point un peu magnétique de convergence des violences, mais et aussi des mouvements, hein, parce qu'en fait le Havre est à la fois
le point où aboutissent 2 Ukrainiennes en fuite, et puis le lieu d'un trafic de drogue. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de matrice qui réfléchit aussi l'état du monde contemporain avec le narcotrafic, l'émigration, etc. Cet homme qui est sur la plage, il est très clair que pour moi, c'est d'ailleurs la première image qui m'est venue de ce livre, qu'est-ce que c'est qu'un cadavre sur une plage? Pour moi, c'est immédiatement la question migratoire. C'est-à-dire que je pense qu'on peut difficilement voir un cadavre sur une plage sans penser en fait à ceux que la mer a refoulés, que ce soit sur les côtes de Lampedusa ou sur d'autres côtes en Grèce, etc. Et donc, c'est Ulysse qui, voyez, qui se retrouve nu et à moitié mort et qui est sauvé par Nausicaa, mais c'est une espèce de figure, c'est un mort sur une plage, c'est une image extrêmement contemporaine qui ressaisit plein de choses, qui ressaisit le grand texte, le texte d'Homère, qui est la matrice de toute la littérature, qui ressaisit aussi voilà, la violence des migrations. Et d'ailleurs, ça revient, parce qu'en fait, quand elle va à Londres pour faire un essai de voix pour un projet de doublage, au retour, voilà, elle se trouve face à quelqu'un qui va lire dans le journal les verbatims des personnes qui ont été interrogées au moment d'un naufrage qui a eu lieu en 2021 dans la Manche et qui a mis en cause les secours en fait, qui ne sont pas arrivés. Les Anglais disant bah non, ce n'est pas nos eaux territoriales, c'est ceux de la France. Les Français disant bah non, ce n'est pas chez nous, c'est chez vous. Et finalement, voilà, tout le monde est mort, sauf une personne, je crois. Et en fait, si vous voulez, c'est pour moi, évidemment que ce type qui va conduire tout le récit, enfin, c'est ce corps d'un homme voilà, méconnaissable, enfin en tout cas qu'elle ne reconnaît pas, c'est le commun des mortels. Il ressaisit aussi tous ceux des migrations. Et c'est pour ça, je trouve que voilà, la ville a aussi cette puissance-là, elle catalyse des corps, elle catalyse des récits, hein, parce que la question des récits, elle est très importante. Cette femme, elle est doubleuse, la femme qui raconte cette histoire. La narratrice est doubleuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut prendre la voix des autres, en fait, qu'elle peut mettre son corps, sa voix dans le corps de quelqu'un d'autre, mais qu'elle peut aussi prendre la voix d'un personnage, enfin donner sa voix à des personnages. Vous voyez, il y a une espèce de labilité de la voix. Et je trouve que, pour le coup, c'est un livre écrit à la première personne, mais qui est, j'espère, où il y a de l'intériorité, mais où pourtant il y a beaucoup d'extériorité aussi, puisque c'est immédiatement le récit de Jacqueline, puis le récit du pelleteur sur la plage, puis le récit des Ukrainiennes, puis le récit... Et en fait, c'est un livre qui... il y a des récits tout le temps, enfin, c'est un livre de récits. Et presque un livre qui pense la question du récit. Absolument. J'ai l'impression, puisque le récit, c'est un peu presque la matrice psychique de cette femme qui Absolument. est doubleuse, et qui d'ailleurs à ce sujet, Blaise connaît mon penchant pour les histoires, celles que je me raconte, celles que je raconte aux autres, celles où je me démultiplie, où je peux me cacher, redevenir une inconnue, en finir avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire des récits qui me permettent d'en finir avec moi, précisément? Bon, c'est des récits qui permettent d'investir d'autres identités, d'expérimenter voilà, des identités multiples. Et je pense que dans le roman, il y a l'idée à la fois de... C'est un peu le paradoxe, il y a l'idée aussi d'en finir un peu avec soi, c'est-à-dire de se projeter dans d'autres intériorités. Le roman peut promettre ça, en fait, c'est-à-dire cette idée que soit comme trésor célébré, en fait peut être dissous dans quelque chose de plus voilà, de plus multiple, même si je pense quand même que c'est là où c'est un peu
je pense quand même que les livres sont portés par une voix et cette voix, elle peut sinuer, elle peut se faire l'écho d'autres voix, mais c'est quand même la voix de l'auteur. Donc, mais moi, je pense que être recouverte par les histoires ou m'enfouir dans les histoires, c'est des choses qui sont très liées à l'enfance, à cette idée de la couverture et de lire sous les couvertures. Il y a l'idée de s'enfouir dans les histoires et de s'enfouir dans la fiction. Et moi, je pense que j'ai été très, très tôt l'idée d'être moi-même dans les histoires, que ma vie verse dans les histoires. Je guettais beaucoup les moments où ma vie pourrait peut-être, de petite fille, pourrait peut-être rencontrer une histoire, c'est-à-dire trouver son passage vers la fiction. J'ai aimé les contes. J'ai adoré les contes populaires. Enfin, ça a été très important pour moi comme lecture. Et je pense que j'aimais aussi cette dimension très plastique, très magique des contes où les réalités sont diffractées, etc. Et je pense que en finir avec soi, c'est aussi peut-être, en tout cas, se projeter soi dans quelque chose de plus vaste, en fait, de plus important. Et pour en venir au fond humaniste, évidemment que c'est des livres qui cherchent à attraper un état des choses, on peut dire. Et je veux qu'on connaisse ma position. Ce qui est important pour moi comme auteur, c'est que ma position, elle puisse être connue dans mes textes. Vous voyez que le texte, il prend parti d'une certaine manière, mais pour moi, ça ne peut être possible dans la littérature qu'à bas bruit, en fait. C'est-à-dire, c'est jamais des textes de... cet engagement, si vous voulez, il ne peut pas être le lieu d'explication, d'idéologie, etc. Ça devient du pamphlet ou du... Ouais, c'est surtout une esthétique, qui est aussi une éthique aussi, mais c'est que le roman ne peut pas absorber le discours. Et avant, je pense que tout peut rentrer dans le roman, mais le discours ne peut pas rentrer dans le roman. Le roman, ce n'est pas une forme où il peut y avoir du discours. Pas du tout. C'est complètement une forme qui dit non à ça. Le discours, on le retrouve ailleurs, on le retrouve d'ailleurs un peu partout. Mais le roman, en revanche, le roman peut décrire des situations et le lecteur est aux commandes. Le lecteur est aux manettes et il peut penser. Je pense que c'est toujours quand même une invitation à penser, un roman. C'est une invitation à coécrire le texte d'une certaine manière pour le lecteur. C'est pour ça aussi que la narratrice odeuse ukrainienne, précisément, qui emporte tout leur bagage avec elle, leur dit en fait finalement ce que vous avez de plus précieux peut tenir dans une petite besace. Et alors dans mon souvenir, il y a le portable, la trousse de maquillage, il me manque quelque chose, le passeport peut-être. Le passeport et le récit. Et le récit, voilà, c'est ça. Ce qu'on a de plus précieux, c'est son récit, bien sûr. D'ailleurs, ça se voit beaucoup en ce moment. J'y pensais dans ces moments de retour auxquels on a assisté, vous voyez, des femmes qui reviennent pour dire leur histoire, notamment quand elles ont été victimes de violences, etc. C'est l'idée de reprendre son récit, de remettre la main sur son récit, de donner sa version. Voilà, ça c'est quelque chose qui regarde pour moi vers une forme d'humanisme. C'est la question dont l'homme est arrimé aussi, est producteur de récits et aussi responsable du récit et possiblement arrimé au récit. Je trouve ça passionnant à penser. Et peut-être une dernière question avant de laisser la parole au public. En vous lisant, j'ai repensé à deux écrivains qui me sont très chers, Patrick Modiano et Virginia Woolf. Modiano pour cette esthétique de la déambulation urbaine, de personnages qui sont hantés par un passé qui ne cesse précisément de revenir, de ressurgir. Et puis Virginia Woolf parce que sur la question de la temporalité, il y a quand même cette idée que le récit est construit à peu près dans un cadre assez qui ressemble à peu près à une journée. Oui, ça, ce serait Mrs. Dalloway. Voilà, Mrs. Dalloway, absolument. Et puis aussi autour de ce procédé qui est le flux de conscience, le flux de réminiscence, d'impressions, de sensations. Et alors, est-ce que ce sont deux écrivains
qui vous sont chers, qui vous ont aidé à travailler. Et pour quelles raisons? Alors, pour le coup, je pense qu'ils sont très importants, mais ils ont beaucoup, je dirais, patronné ce texte, en fait, d'une certaine manière. Moi, je lis beaucoup quand j'écris. Si je lis pas, je ne peux pas écrire. Enfin, bon. Et c'est vrai que, par exemple, Modiano, je dirais pas que j'ai tout relu, mais j'ai lu beaucoup de livres de lui pendant cette période, avec quand même un grand amour pour Rue des Boutiques Obscures, en fait, qui est un livre précisément où il est question d'une reconnaissance. Et moi, j'avançais dans ce livre en me disant, je vais écrire l'histoire d'une identification, un peu sur un mode très actif, etc. Et en fait, le livre a dérivé vers un livre de reconnaissance, d'abord parce qu'on n'écrit jamais le livre qu'on voulait écrire, mais parfois... dans cette dérive, on gagne des choses. Et je pense que la reconnaissance, c'est justement le visage, la question de l'humanité. Enfin, alors, Modiano, dans ses livres, alors c'est souvent Paris en août, c'est pas Le Havre en novembre, donc on n'est pas dans les mêmes climats, mais il y a cette notion d'espace hanté. C'est la ville, elle est traversée par des fantômes. Dora Bruder, par exemple, on peut au présent pister un fantôme et surtout redonner vie à une personne disparue. Je dis redonner vie dans la littérature, dans un texte, parce que pour le coup, dans Dora Bruder, c'est ça. Alors moi, c'est un auteur que j'aime énormément, parce que c'est aussi l'auteur est-ce que c'est bien lui? Je le crois, il lui ressemble, mais pas vraiment, mais presque lui, mais pas tout à fait. Vous voyez, on est toujours dans cette espèce d'écriture qui n'assène rien. Vous voyez, ça c'est important. Où il y a une place pour l'incertitude, il y a une place pour ne pas être définitif. Voilà. Ça j'adore. J'adore cette espèce de sensibilité qui se tient sur et d'ailleurs, ça correspond aussi à Ombre et Lumière. Enfin, je trouve que c'est une écriture très, très forte. Enfin, moi, c'est un auteur qui est très, très important depuis longtemps. Mais là, j'ai beaucoup réactivé pour écrire ce livre, parce que c'est aussi l'auteur de La Ville, vous l'avez dit. Alors, Virginia Woolf, c'est assez différent. Elle a écrit aussi des essais. Alors c'est aussi quelqu'un à qui je me suis que j'ai pas mal regardé aussi comme femme auteur, la question de la chambre à soi, etc. Et puis un certain rapport au roman qu'elle a, qui est le roman où par exemple une forme pourrait tout contenir, quoi, cette espèce par exemple Mrs. Dalloway, où on peut revenir sur... où les temps s'entrechoquent, où il n'y a pas de linéarité, parce qu'en fait, dans notre tête, il n'y a pas de linéarité. Tout ce qui se passe dans notre tête n'est jamais linéaire. On pense à ce qu'on voit quelqu'un, on pense à 20 ans avant, et puis on passe sous un porche, puis on se dit, mais hier c'était ça, puis demain j'ai ça. Le fait que ça ne soit pas linéaire dans notre tête, je trouve que c'est cet entrechoquement des temps. C'est Virginia Woolf qui manie ça, en plus, elle, avec beaucoup de fluidité, c'est-à-dire que c'est pas tant heurté que plutôt un agencement de temporalités diverses extrêmement fluide. Et voilà, bon. Et puis elle avait aussi cette conscience politique très forte. Elle a écrit ce livre qui s'appelle Devant la douleur des autres, où précisément c'est un essai où elle interroge la guerre. Non, c'est Susan Sontag qui écrit ça, mais elle parle de Virginia Woolf, ouais, je me suis trompée. Susan Sontag, Devant la douleur des autres, et elle écrit trois roupies, je crois, Virginia Woolf, et elle pose la question de la guerre, et notamment des images de la guerre et des photos de la guerre, et je trouve que c'est vraiment une femme avec cette espèce de grande cage thoracique, de grande capacité de roman. C'est des romans très vastes, immenses, qui peuvent tourner autour d'une vie, mais qui sont très, très profonds. Et puis cette sensibilité aussi à la politique qui me touche beaucoup chez elle. Et merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions sur cette rencontre, vous êtes tout à fait les bienvenus. Et on va vous faire passer le micro.
Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. J'ai été très sensible à énormément de choses que vous avez abordées. Pour être honnête, je ne suis pas encore très familier de votre écriture, mais tout m'a donné envie de vous lire. Et déjà, j'ai beaucoup aimé votre attention à la cohérence du roman, lui donner de l'unité, tout ça, ça me parle beaucoup. Tout ce que vous avez dit sur le climat, en étant breton, je peux que être familier de comment un climat formate ou forge une population, des gens, des caractères. Mais aussi, ce qui m'a marqué, c'était votre attention à la justesse, justement, dans votre écriture du mot juste. Et je voulais savoir si, dans votre processus d'écriture, quand vous êtes face à votre traitement de texte ou votre page blanche, je ne sais pas, comment se manifeste la recherche du mot Est-ce que les phrases vous viennent, des bouts de phrases vous viennent, des éléments imaginaires vous viennent, je ne sais pas. Je voulais savoir. Alors, quand je travaille, si vous voulez, bon, la première chose, c'est que tout se passe vraiment dans le temps de l'écriture. C'est-à-dire qu'évidemment, la phrase, elle n'est jamais écrite d'avance. Donc, si vous voulez, tout se passe dans le temps où elle s'écrit. Et moi, il se passe pas mal de choses, parce qu'en plus, j'ai une phrase assez longue. Donc, cette histoire de la justesse, c'est pas forcément un mot au départ. Alors, évidemment qu'il y a la question du mot, mais parfois, c'est vraiment capter ce qui serait une sorte de sentiment juste. Et c'est toujours un peu aller un peu plus loin que ce qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours penser un peu contre soi, par exemple, pour moi, cette idée de justesse. Pas, parce que ce qui guette, ce qui guette les dangers de la littérature, c'est quand même aussi la platitude, les idées toutes faites, les clichés, etc. Et donc, il faut quand même toujours avoir se détourner un peu. Et par exemple, c'est un livre où je me suis dit souvent, va contre toi. Enfin, oui, c'est pas forcément être dans sa pente. Alors, ce qui aide aussi, c'est le détail. Alors, le détail comme mot, comme expression ou comme situation. Le détail, il est intéressant parce qu'il est l'usage du détail qui est devenu pour moi une espèce de manifeste, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est très important. Alors, déjà pas, parce que le détail, c'est aussi la question de la précision, et voilà. Mais c'est aussi parce que le détail, c'est ce qui va distinguer votre travail. Enfin, vous voyez, c'est ce qui va distinguer votre page. Au sens où il faut vraiment l'imaginer comme une entaille sur un mur lisse. Vous voyez, c'est le détail, c'est ce qui saute un peu, c'est ce à quoi on s'accroche. Et c'est aussi ce qui vous permet d'avoir un rapport à votre travail. C'est important quand même, quand on écrit longtemps, de ne pas cultiver, enfin, vous voyez, le côté le doute guide ma plume, et puis j'y vais, etc. En fait, l'intérêt, c'est quand même d'avoir un rapport à son travail, et d'élaborer. Alors, c'est un truc assez difficile, parce qu'il ne s'agit pas de se dire c'est super, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est de penser en termes de qu'est-ce qui est important, par exemple. Les détails, ils sont importants pour moi parce que je pense qu'on est dans un temps où il y a une grande standardisation des littératures, qu'on va vers... le livre, c'est un objet de commerce. Évidemment que dans une économie comme la nôtre, si vous voulez, il y a une façon aussi d'uniformiser un peu les livres pour qu'ils touchent le plus grand nombre, etc. Tout ça, c'est quand même assez important pour moi. C'est-à-dire, l'idée étant quand même le détail, on résiste à ça. Parce que le détail, c'est les vôtres. Ça ne peut pas être ceux du voisin. Donc, c'est aussi ce qui va distinguer, ce qui va vous permettre aussi d'aller un cran plus loin et aussi de former une image. Et parfois, par un détail, c'est la partie pour le tout. Parfois, vous avez le détail et puis vous n'avez pas besoin forcément de dire tout ce qu'il y a autour, notamment pour les descriptions des visages, 3 points, et puis il peut y avoir quelqu'un. Et en fait... pour tout ça, moi j'aime énormément le détail dans sa puissance de distinction, de singularisation. Je trouve ça très important. Et moi, des auteurs, par exemple chez Modiano, il y a cet usage du détail dans une langue d'ailleurs qui est aussi une langue assez calme,
mais il y a toujours des détails qui sont ce qui la rend extrêmement puissante. Il n'y a pas besoin c'est très tendu, et puis il y a une couleur, un geste, et ça, je trouve que c'est aussi un art très serein, l'art du détail. Hein. C'est aussi quelque chose qui vous pose, quoi. Je trouve que c'est... Donc, et ça, voilà, ça vient aussi quand on écrit. Il y a de la visualisation aussi quand on écrit. Il y a aussi la façon de constituer un matériau. C'est-à-dire le matériau du livre, il se crée en écrivant. Donc, on regarde ça, mais ça c'est dingue. Hop, et en fait, ça c'est aussi la joie de la connaissance, hein, le fait que le roman soit aussi des... En tout cas, pour moi, c'est toujours ça a un lien avec la connaissance. Donc, pour tout ça, j'ai rien d'avance, mais assez vite, il y a des choses qui se mettent en place dans un moment où on assemble, on agence, on combine. C'est beaucoup ça quand même. Moi, je vois que c'est ça qui m'intéresse. Et tant qu'il n'y a pas deux éléments qui peuvent aller ensemble, le roman ne démarre pas. C'est comme de Sfilex, hein, si vous voulez. Il en faut deux. Un tout seul, moi, j'y arrive pas. Il me faut au moins deux trucs, et puis clac, et puis ça peut partir. Mais avant ça, c'est trop dur. Il faut au moins deux éléments, ouais, je dirais ça. Merci. Bonjour. Je voulais vous demander si au-delà des singularités dont vous parliez, propres à chaque écrivain, si vous ne pensez pas que... Enfin, moi, à force de lire, j'avais tendance à situer des géographies, en fait, d'écrivains, Ouais. liées peut-être à une mémoire. Et par exemple, sur cette côte du Havre, et même quand on remonte dans la Bretagne, je trouve qu'il y a une géographie littéraire d'écrivains qui, la notion de ressac, on la retrouve. Je pensais à Tanguy-Viel, par exemple. Le Brestois. Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose d'ancestral, enfin de mémoriel aussi. Mais c'est très juste, hein, la question de la géographie. Je suis tout à fait, je participe complètement de ce que vous dites. D'ailleurs, j'ai longtemps dit que parmi les données, vous voyez, les données biographiques qui sont accessibles chez un auteur et chez un artiste, ce qui m'intéresse, c'est toujours savoir en fait où est-ce qu'il a grandi. Vous voyez, parfois même plus que sa condition sociale. Bon, la classe sociale, c'est important, évidemment, mais je pense qu'il y a des écritures. Par exemple, Pierre Michon, c'est la Creuse, et puis voilà, Tanguy, c'est Brest, vous voyez. Mais c'est dans la langue que ça opère. Alors, je trouve Brest, alors lui, c'est aussi beaucoup l'écriture qui flirte toujours avec la question du roman policier, hein, cette espèce de façon qu'il a de le réinventer, enfin de le recréer, enfin de le sortir de son genre et puis d'en faire autre chose. Et je pense que, en tout cas, pour moi, avoir grandi en bord de mer, alors là, pour ma géographie personnelle, je pense que c'est une donnée hyper importante. Parce que, en fait, j'ai écrit un roman qui se passe à Marseille, qui s'appelle Corniche Kennedy, où les gens sont des adolescents qui plongent. Bon, dans tout le livre, ils plongent. On est un peu basse tension. Mais il y a ces histoires de plongée, et surtout, c'est un livre de rivage. Et c'est vrai que je me disais, tiens, c'est comme une petite trace autobiographique, hein, cette histoire du rivage. Et je trouve que, voilà, on a des géographies. Moi, je vois bien ce qui, du Havre, infuse dans mes représentations. Une certaine ouverture, mais je dirais presque même dans la phrase, quoi. C'est une phrase qui a tendance à s'élargir. La question des marées, je dirais peut-être pas ça, mais une certaine lumière, toujours un peu, le goût de l'opacité. Enfin, vous voyez, en bord de mer,
Alors, surtout en Normandie, la lumière, elle se donne jamais comme elle se donne, je sais pas, en Méditerranée. Vous voyez, c'est pas. Alors ça, tout ça, ce qui est intéressant, c'est comment ça descend dans la langue, quoi, dans la façon d'écrire, etc. Et parfois, de certains auteurs, je me dis, mais oui, mais lui, ça se sent tellement que c'est un gars je sais pas, de Brest ou de voilà. Et je trouve ça intéressant. C'est intéressant parce que c'est comme en plus c'est des espèces de ces appartenances géographiques. Enfin, ces géographies, elles libèrent immédiatement de l'espace, quoi. Et que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, c'est vraiment de l'espace littéraire. Enfin, je ne dis pas du tout que... Moi, là, par exemple, je suis très intéressée par Paris. Vous voyez, c'est pas du tout l'idée de se river à son rocher. Hein. Et pour ne pas reprendre, évidemment, Tanguy Vielle, il a écrit sur plein d'autres lieux. Mais il y a quand même... ce qui serait intéressant, c'est de voir dans la phrase où ça joue, quoi. C'est marrant. L'usage de certains, le retour de certains mots, par exemple, le fait de faire un usage répété de certains mots, ça, il faudrait voir. Bonjour, je tenais à vous dire que moi j'ai lu Réparer les vivants et c'est notre prof de français en 2017 qui nous l'avait fait étudier à l'école. C'était plutôt original parce que d'habitude on étudie plus des classiques et quand j'ai fini votre livre je me suis dit comment l'autrice a pu écrire tout ça sans le vivre. Ça me paraissait inconcevable que vous ayez réussi à mettre, comme vous parlez de justesse, à mettre une telle justesse dans les émotions, dans la description, en fait le tout. C'était vraiment impressionnant. Et ce que vous dites là sur votre livre, j'ai l'impression que je retrouve énormément de choses de Réparer les vivants, que ce soit au niveau aussi du thème, aussi du climat qu'on ressent, l'atmosphère. Du coup, voilà, et moi actuellement j'écris aussi un livre. Et du coup, en fait, je voulais vous poser une question qui serait plus sur votre processus d'écriture. Par exemple, est-ce que vous avez écrit en combien de temps les livres en général, ou alors enfin, vous voyez, Amélie Nothomb, par exemple, elle dit qu'elle écrit au milieu de la nuit. Est-ce que vous avez... Enfin, je sais pas, par rapport à l'écriture. Moi, je suis assez décevante. Hein. J'ai pas du tout de bizarrerie. Moi, d'abord, ça bouge un peu. J'écris dans la journée, déjà. J'écris plutôt... Enfin, avant, j'écrivais beaucoup sur les heures scolaires, parce que moi, j'avais une famille et tout ça. Donc, voilà. Après, ce qui reste de tout ça, c'est la séquence longue. Vous voyez, c'est-à-dire que 2 heures, moi, je relis, c'est 6, 7, 8 heures, vous voyez. Et puis l'idée que ce soit tous les jours, c'est-à-dire que je pense que le roman, c'est quand même un peu une course de fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tiens, je vais travailler mon roman 2 jours, là, jeudi, vendredi, puis la semaine prochaine, tiens, je pourrais le faire samedi, puis la semaine d'après, tiens, j'aurai le jeudi et le mardi. Non, si vous voulez, c'est tous les jours, au moins, se reconnecter à ce travail. Je ne dis pas que tous les jours, il faut produire. Ce n'est pas l'idée de... avec, vous voyez, 3000 signes par jour. C'est l'idée de se reconnecter, parce que c'est fragile. C'est-à-dire que le roman, surtout, c'est fragile. Les livres d'enquête, de non-fiction, les romans sans fiction, vous voyez, ce sont des textes où on est arrimé à quelque chose de projectif, vous voyez. Je pense que c'est fragile aussi, mais le roman, c'est un précipité extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'on peut aussi, je me dis toujours, si on s'en éloigne pendant une semaine, on revient, on se dit oh là là, mais c'est complètement nu. Ah oui, il y a quelque chose qui se vit dans l'action. Et je trouve aussi que le fait de s'y reconnecter, c'est comme une flamme, hein, vous voyez, qu'on ne laisse pas s'éteindre. Alors après, c'est toujours, moi j'ai des démarrages très très longs, c'est-à-dire parce que pendant d'un très longtemps, j'écris pas. C'est-à-dire je pense à un truc et j'attends le deuxième silex. Voilà, je me dis non, etc. Donc j'écris
j'écris pas, et même surtout, je dirais ne pas écrire. On retient, etc. Et à un moment donné, on se met dans un... Voilà, on ouvre le travail. Alors les débuts sont très tâtonnants, très un peu c'est compliqué d'ouvrir le livre. Hein, vous voyez, c'est pas si simple. Mais ensuite, je trouve qu'il y a cette chose très belle qui est cette accélération qui se produit jusqu'à la fin. C'est-à-dire, et la fin des livres, pour le coup, moi je pense que j'écris les livres finalement en très peu de temps, mais j'y travaille très longtemps, si vous voulez. Mais factuellement, je peux les écrire, ce qui serait, je sais pas, 6-8 mois, ce qui n'est pas énorme, mais j'y travaille peut-être plusieurs années. Vous voyez ce que je veux dire ? Et est-ce que votre histoire, elle est complètement construite dans votre tête avant de commencer, ou vous découvrez en même temps l'histoire quand vous l'écrivez ? Alors, pour Jour de ressac, pour le coup, c'est un livre où il y avait pas de scénario, si vous voulez. Bon, moi, je ne suis pas tellement un auteur à scénario, au sens où je suis plus intéressée par les questions de... Enfin, remarquez, tout marche ensemble. C'est-à-dire que, mais je vois bien... Enfin, la narration m'intéresse énormément, si vous voulez, mais le côté, bon, là, ça va être machin, puis chapitre 2, il se passe ça. Je ne peux pas travailler comme ça du tout. En revanche, je vois quand même ce que j'ai envie d'attraper. Et vous voyez, j'ai quand même le côté, allons-y, et puis... moi, je doute et comme ça se passe très bien. Non, pour moi, j'aime bien l'idée de m'avancer vers un lieu possible, quoi. J'aime assez ça. D'ailleurs, sans quoi je trouverais que c'est assez compliqué d'écrire si on pense que c'est des trajectoires longues, qui vous mobilisent beaucoup, qui vous envahissent un peu parfois. Et je trouve que... Voilà. Mais c'est vrai que certains auteurs s'enferment pendant 2 mois, écrivent leur vie. Vous voyez, il y a un scénario qui... Bon, là, pour moi, c'est comme parfois, c'est magnifique, tout ça, c'est pas la question. Mais si vous voulez, c'est aussi un travail qui fait que l'histoire est là avant et l'écriture est là pour la délier, en fait. Alors que moi, c'est un peu le travail inverse, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que je découvre un peu le livre en l'écrivant. Même d'ailleurs, ces livres qui sont des livres de processus, au contraire extrêmement soutenus par un processus à décrire, une transplantation cardiaque, la construction d'un pont, la création d'un facsimilé. Vous voyez, ces livres-là, où il s'agit de posséder A qui passe à B, qui passe à C, vous voyez, où il y a un processus que le livre va finalement documenter, il y a des surprises tout le temps. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent et puis... qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et pour moi, ça c'est important, c'est évidemment de découvrir quand même ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a un moment, il y a des moments comme ça de révélation qui sont extrêmement puissants et qui sont peut-être d'ailleurs ce pourquoi on écrit. Parce que c'est aussi... c'est des moments qui peuvent être, on se dit, waouh, en fait je suis en train de faire... On est un peu étonné de la manière en plus dont ça peut... parfois avoir un écho avec votre vie personnelle, etc. C'est quelque chose d'assez étonnant, où il y a une dimension de révélation quand même, sans mysticisme forcément, mais de révélation en fait, au sens où quelque chose se lève qu'on n'avait pas forcément vu. Et parfois même, le livre est publié, on ne sait pas encore bien ce qu'on a fait. Et il faut beaucoup de temps comme celui-là qu'on a ce soir pour qu'on comprenne. Enfin, pour moi, j'ai besoin de tout ce temps, souvent, pour comprendre un peu ce que j'ai écrit. Vous voyez, alors pas évidemment, mais vous voyez, d'en avoir une conscience, je dirais, assez profonde. Autrement, le livre sort, il faut vite en parler, etc. On ne sait pas bien ce qu'on a écrit. Alors que là, bon, moi, j'ai beaucoup voyagé pour parler de ce livre et je vois bien que même dans la façon de répéter et de me décaler parfois, de ne pas dire exactement pareil, et de prendre un autre mot, il y a quelque chose qui arrive et qui me fait comprendre autre chose en fait. Voilà. C'est très beau en tout cas. Merci. Ah, merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci Maëlys, beaucoup. Merci. Pour cette, Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.
merci pour votre générosité, votre précision. C'est vraiment, Merci à vous. c'était vraiment extraordinaire de vous entendre. Si vous souhaitez vous procurer le livre de Maëlys de Kerangal, eh bien vous pouvez vous le procurer auprès de nos partenaires de la librairie Almora, juste là-bas. Maëlys de Kerangal va dédicacer son livre. Si vous souhaitez découvrir le média culturel Zone Critique, je vous donne rendez-vous juste là-bas sur la petite table qui se trouve devant l'ordinateur, et puis on va pouvoir vous présenter ce média. Et puis, cette rencontre a été organisée en partenariat avec Réseau l'école de méditation, le lieu où vous vous trouvez. Donc voilà, on organise des rencontres, des conférences. Et si vous souhaitez découvrir la méditation, mardi prochain, je serai là pour faire un petit atelier de pratique de la méditation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup. Ah. Et j'oubliais qu'il y a un petit pot qui est offert par Réseau qui se trouve juste là si vous souhaitez rester pour discuter de la rencontre.